Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire du mardi. C'est le premier, enfin, de la nouvelle année universitaire, en tout cas, 2024-2025. Je pense qu'il y a un certain nombre de spectateurs, téléspectateurs du webinaire qui sont clairement déjà accoutumés à ce rendez-vous. Pour les plus nouveaux, je réexplique en deux mots l'idée de ce webinaire du mardi porté par le HESP et la direction de la recherche. L'idée, c'est de mieux faire connaître la recherche à l'EHESP, pas que à l'EHESP, mais qui peuvent être aussi des thématiques qui intéressent le HESP. Ainsi, on a aussi un certain nombre de séances avec des chercheurs, soit étrangers, soit internationaux, soit invités, soit qui nous semblent importants pour nos thématiques que nous portons. Mais l'idée aussi, c'est que entre nous, c'est-à-dire à l'EHESP, on connaisse mieux un peu les travaux de nos collègues, puisque nous les croisons souvent dans les couloirs, voire même dans nos laboratoires. Et même si on est collègues, on ne se connaît pas forcément et on ne connaît pas forcément les recherches. L'idée aussi, c'est peut-être aussi du coup, ça frustre les plus, je dirais, chevronnés en recherche et en sciences parce que j'impose en tout cas un peu le format. Le format, c'est la vulgarisation, c'est-à-dire être capable d'expliquer un problème de santé publique à un public qui n'est pas spécialiste. Clairement, surtout à l'EHESP, nous avons différents types de spécialités et l'idée est bien généralement de comprendre ce que fait le collègue et on n'est pas forcément spécialiste de la discipline. Donc c'est aussi c'est aussi le format qui est voulu et qui est voulu aussi pour tous les étudiants, doctorants, apprenants qui sont aussi intéressés par nos thématiques. Alors je rappelle ce format parce que je pense que c'est important pour comprendre aussi les manières de présenter les travaux. Euh, le format est toujours le même et on l'a gardé pour l'instant en tout cas, une quarantaine de minutes de présentation de nos invités et ensuite des échanges. Alors les échanges se font par mon intermédiaire, je suis un peu la régulatrice, on va dire. Vous avez l'espace questions-réponses. C'est l'espace dans lequel vous pouvez poser des questions et que je fais en tout cas toujours le relais. Quand c'est des longues questions, j'essaye de les synthétiser. Quand il y en a beaucoup, j'essaye aussi de les mettre en lien. Et puis, clairement aussi, nos invités ont accès à cet espace-là et donc parfois sont totalement libres et interactifs de choisir leurs questions. Donc, sans plus tarder, on commence cette année par une présentation très importante sur les déterminants commerciaux de la santé et le rôle des industries agroalimentaires, en sachant que ce questionnement-là, évidemment, est un questionnement important de santé publique et interroge aussi les champs disciplinaires variés. Euh, on est très heureux d'introduire aujourd'hui Mélissa Mialon et son collègue Hernando Salcedo Fidalgo. J'espère que je- je n'ai pas commis d'erreur. Parce que ce sont des chercheurs, je dirais, nouvellement venus, peut-être pas si nouvellement à l'EHESP, mais en tout cas en tant que chercheur labellisé INSERM, puisque Mélissa Mialon, en tout cas, est titulaire de la chaire INSERM hébergée dans l'équipe RSMS. Elle a été lauréate du concours et un concours fort compétitif. Donc, on est très heureux de l'accueillir. C'est aussi une reconnaissance à la fois des travaux de Mélissa et aussi une reconnaissance de de notre dynamique de recherche sur les services et le management en santé. Donc, c'est une double reconnaissance, c'est à la fois aussi pour nos institutions et pour les chercheurs. Je pense que c'était important que, puisqu'elle est nouvelle, entre guillemets, que vous la connaissiez encore mieux. Elle a un parcours fort brillant, mais je ne vais pas le résumer en trois mots, donc je vous laisserai la découvrir en googlisant, comme on dit, ou en regardant Internet. En tout cas, juste pour vous donner une petite idée, elle est aussi, elle a un parcours fortement internationalisé. En particulier en ce moment, elle se concentre avec la série The Lancet sur les questions d'alimentation et d'alimentation transformée.
Hernando Salcedo Fidalgo, lui, a produit des recherches aussi en interface avec les questions d'alimentation et, on va dire, les industries agroalimentaires, et avec un tropisme, on va dire, sud-américain. Alors là aussi, je ne vais pas tout expliquer, puisqu'ils vont nous expliquer ce qu'il faut. Mais on a aussi l'intérêt d'avoir Mélissa Mialon qui, on va dire, voilà, qui est ancrée disciplinairement dans les recherches, et Hernando qui est à la fois ingénieur de recherche, mais aussi sociologue et médecin. Donc, et ça aussi, c'est la richesse de la santé publique, c'est d'avoir plusieurs, je dirais, compétences. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole d'abord à Mélissa, il me semble, et puis ensuite à Hernando. Donc, tu as la parole, Mélissa, et je te laisse libre pendant une quarantaine de minutes. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais tâcher de faire attention au temps. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ma présentation? Oui, oui, très bien. Oui, ok, super. Alors, je vais juste, parce que moi je vois plusieurs. Voilà, je vais un peu réduire la taille de la vidéo de mon côté. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur du coup d'inaugurer cette série de webinaires qui reprend à partir de cette rentrée. J'ai en effet rejoint l'équipe RSMS donc à l'EHESP au mois de mars et puis même un peu avant avec d'autres projets. C'est vraiment là un résumé, comme l'a mentionné Sylvie, de mes travaux sur les déterminants commerciaux de la santé, en particulier l'industrie agroalimentaire, parce que je suis ingénieure agroalimentaire de formation avant de me tourner vers la santé publique lors de mon doctorat et puis du travail qui a suivi après ça. Sachant que voilà, l'agroalimentaire, c'est une illustration de ce que je fais. Je travaille également sur l'industrie de l'alcool, notamment avec Hernando. On a un projet en cours et d'autres industries comme l'industrie pharmaceutique. Et j'expliquerai à quel endroit est-ce que je fais ces travaux pour ces industriels. Donc la présentation d'aujourd'hui, c'est sur les déterminants commerciaux de la santé. Je vais expliquer ce que c'est et en particulier voilà, une illustration par l'industrie agroalimentaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Ce travail, depuis les débuts de ma carrière, sont faits sur financement public. Et je tiens aussi à remercier mes co-auteurs parce que ce que je vais vous présenter, évidemment, c'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Alors, les messages de santé publique, en fait, en France, autour de l'alimentation et ailleurs, ressemblent beaucoup à ça. Et c'est une illustration, évidemment, hein, ce n'est pas que ça, mais c'était voilà, pour donner un exemple ou dans l'approche qu'on a de la santé publique par rapport à l'alimentation, c'est beaucoup autour de la responsabilité individuelle. Donc là, le petit bandeau en bas, le message pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière. Donc c'est souvent dans notre compréhension des problèmes liés à l'alimentation, on parle souvent du problème individuel, de la personne qui ne bouge pas assez, qui mange pas ce qu'il faut, etc. On parle aussi beaucoup d'activités physiques, notamment les industriels eux-mêmes, comme je vais l'expliquer un peu plus loin, et de l'alimentation aussi, mais pas très précisément. On connaît le gras, le sucre, le sel, mais on sait aujourd'hui que ce ne sont pas les seuls les éléments qui posent problème à la santé. Et les messages de santé publique, la compréhension de l'alimentation, c'est aussi qu'il n'y a pas de produits malsains, d'interdits. Sauf qu'en fait, tout ça, c'est vraiment contraire à ce qu'on sait, aux dernières recommandations scientifiques, dernières connaissances scientifiques. Et donc là, le but de cette présentation, c'est de vous résumer un peu pourquoi cette approche-là de la santé n'est pas voilà, en accord avec ce qu'on sait et comment les déterminants commerciaux sont une approche un peu différente pour voir les choses et pour répondre aux problèmes de santé liés à l'alimentation. Alors, les déterminants commerciaux de la santé, alors j'ai participé à plusieurs travaux récemment. Vraiment, ça accélère la publication sur ce sujet-là. On a eu 3 publications qui ont été publiées dans le Lancet l'année dernière dans une série spécifiquement sur les déterminants commerciaux. Il y a également un livre plutôt académique dans le Oxford Book, dans les Oxford Book, dans lequel j'avais contribué aussi par un chapitre. Récemment, on a fait un rapport, l'Organisation mondiale de la santé région Europe a sorti un rapport sur les déterminants commerciaux des maladies non transmissibles dans la région Europe.
Et voilà, ça peut être des éléments où vous pouvez avoir plus d'informations sur ce que sont ces déterminants suite à cette présentation. On parle des déterminants commerciaux dans le milieu académique depuis seulement quelques années, mais évidemment, c'est un problème de santé publique depuis très longtemps. À l'ère industrielle, depuis l'ère industrielle, la révolution industrielle, il y avait déjà des médecins qui auprès des populations et d'autres personnes, en fait, se rendaient compte que l'industrialisation, les émissions de certains polluants, la façon dont les personnes sur les lieux de travail, dans les usines étaient traitées, etc., ça avait un impact sur notre santé. Et puis, vraiment, là, ça prend une ampleur différente depuis quelques années dans le milieu académique, notamment dans le milieu de la santé publique. Alors, dans la série du Lancet, alors, il y a deux séries par rapport à cette présentation. La première série du Lancet de 3 publications est sortie en 2023 où c'était le sujet des déterminants commerciaux en particulier. Et on va sortir une deuxième série dans le Lancet de 3 autres publications avec voilà, des auteurs, pas les mêmes auteurs évidemment, où là, ce sera spécifiquement l'alimentation ultra transformée dont on va parler. Mais voilà, je vous invite à regarder un peu ces publications-là si vous êtes intéressé. Donc, dans la série sur les déterminants commerciaux, et c'est celle-là dont je vais parler aujourd'hui parce que l'autre n'est pas encore sortie, nous avions 3 articles. Le premier article proposait une définition et une conceptualisation de ce que sont les déterminants commerciaux. Donc, les déterminants commerciaux, c'est vraiment comprendre au-delà du produit, donc par exemple de l'alimentation ultra transformée, au-delà du produit lui-même, il y a des systèmes, des pratiques et des accès, des voies à travers lesquels les acteurs commerciaux sont responsables de la santé et de l'équité. On a gardé cette définition assez neutre parce qu'il y a des acteurs commerciaux qui peuvent contribuer à une bonne santé. La majorité d'entre nous, évidemment, d'un point de vue de santé publique, là où on s'attelle, là où on travaille, c'est pour réduire les problèmes de santé, donc les acteurs commerciaux qui posent problème à la santé, et notamment 4 industries. Il y en a évidemment plein d'autres, mais seulement 4 industries, celle de la cigarette, aliments, énergie fossile et alcool sont responsables de 30% des décès. Donc voilà, c'est dire en fait l'importance de ce problème et situer le problème ailleurs que sur la responsabilité de l'individu parce qu'il fume ou parce qu'il boit ou parce qu'il mange une certaine alimentation ou parce qu'il voilà, il utilise sa voiture. Là, on change de paradigme et on se focalise sur les industriels. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de cette figure qu'on a présentée dans notre publication, dans la première publication. Simplement, ici, au centre du demi-cercle en jaune, ce sont les problèmes de santé et les inégalités de santé, les inéquités de santé, euh, qu'on connaît par exemple avec l'alimentation ultra transformée. Ça va être des maladies chroniques, ça va être de la malnutrition. Ça, c'est très étudié. On étudie également l'accès, la consommation, l'exposition à ces produits-là. Et on sait de plus en plus, évidemment, que l'environnement dans lequel on vit, l'environnement physique, l'information, par exemple, via le marketing, le statut socio-économique sont responsables de la façon dont on consomme aussi. Et pas que... et parfois, notre consommation, en fait, n'est même pas choisie notamment un bébé, par exemple, qui va être soit allaité ou soit prendre un aliment ultra transformé, c'est ça, tout n'est pas de l'ordre du choix personnel. Pour ce qui est des véhicules, par exemple, et l'énergie fossile, c'est la même chose. Beaucoup de personnes sont exposées à de la pollution sans avoir choisi la consommation. Donc, les déterminants commerciaux, c'est vraiment une autre façon de voir aussi ces problèmes liés à des produits industriels. Dans cette partie bleue, ce dont on parle, c'est le fait qu'il existe des politiques publiques, comme des accords de libre-échange, par exemple, euh, des accords, des politiques sur le transport, des politiques sociales. Tout ça fait qu'en fait, on vit dans l'environnement dans lequel on vit et qu'on est exposé à ces produits-là. Et ce dont on parle aussi dans la série du Lancet, c'est le système politique et économique donc la financialisation des marchés de l'alimentation, par exemple, où ce sont des financeurs qui vont injecter de l'argent dans le système, des gens qui sont parfois déconnectés et souvent déconnectés complètement, par exemple du paysan, des transformateurs, etc., et qui sont là uniquement pour mettre de l'argent dans le système, la privatisation, etc. C'est tout un système qui fait qu'aujourd'hui, les industriels peuvent agir de la façon dont ils agissent.
qu'on étudie quand on étudie les déterminants commerciaux de la santé, ce sont ces acteurs-là commerciaux et leurs différentes pratiques. Et moi, en particulier, mon expertise porte sur les pratiques politiques, les pratiques scientifiques et la gestion de la réputation par les industriels. C'est vraiment là où j'ai mon expertise sur l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'alcool notamment, et de plus en plus l'industrie pharmaceutique également. D'autres collègues sont experts sur le marketing, des collègues sont experts sur les conditions de travail, etc. Voilà, mais voilà, on a chacun nos expertises et on a fait commun lors de de l'écriture de cette série dans le Lancet. Dans le premier article, on explique aussi, et là c'est un résumé qu'on a fait, que les acteurs commerciaux, là le petit numéro 1, utilisent en fait leur pouvoir économique et pouvoir politique pour influencer les politiques publiques. Et ça, c'est bien documenté dans la littérature. Ce qui fait que les industriels, en fait, vu qu'ils n'ont pas trop de contraintes, notamment les industriels de l'agroalimentaire, ils peuvent continuer à vendre des produits qu'on sait pourtant malsains à la santé, ce qui pose évidemment de grands problèmes de santé publique. Euh, ces, ces politiques aussi, en fait, ne prennent pas en compte le fait qu'il y a des coûts sur la santé, il y a des coûts sur l'environnement. Ces coûts sur la santé, sur l'environnement ne sont pas payés par les industriels, ils les externalisent. Euh, et en fait, ce qui fait que les externalités, donc les coûts sur la santé, les coûts sur l'environnement, c'est le citoyen, ce sont les États qui payent. Donc un peu un double fardeau, le fardeau de payer pour des produits qui nous rendent malades et en plus de payer aussi pour les conséquences de ces maladies. Et donc ce qui fait que les industriels, puisqu'ils ne payent pas en fait pour les conséquences, puisque ce n'est pas pris en compte dans le coût de l'alimentation, les industriels peuvent du coup continuer à faire du profit et ce pouvoir qu'ils ont économique et politique ne cesse d'augmenter. Ça, c'est bien documenté également. L'approche par les déterminants commerciaux, c'est aussi pointer du doigt le système politique et économique, comme je l'ai dit. Donc, on explique dans la série du Lancet, la première publication, comment est-ce que le capitalisme et le néolibéralisme, qui sont des choix politiques qui ont été développés dans les années 70 et qui ne sont pas figés, il y a d'autres choix qui pourraient être faits pour le système politique, en fait, crée des conséquences sur les systèmes de santé, sur la population, via, par exemple, ces externalités. Ça, c'est pas pris en compte dans dans les systèmes économiques capitalistes. L'économie aussi est souvent mise en avant malgré les conséquences que peuvent avoir les pratiques et les produits industriels sur la santé et sur les droits humains. Donc, par exemple, l'industrie agroalimentaire avance souvent l'argument du nombre d'emplois qui sont générés par cette industrie, l'argent qu'elle génère, face en fait à des mesures qui sont proposées pour limiter certains produits, la consommation de certains produits. La responsabilité aussi individuelle, qui est vraiment une approche utilisée à travers le monde, mais qui crée énormément d'inéquité parce que tout le monde ne peut pas se protéger de ces déterminants commerciaux. Dans le deuxième article, on parle des nombreuses pratiques des industriels. Et je vous invite donc à lire la publication pour plus de détails. On parle de leurs pratiques, de leur portfolio, quelles ressources les industriels ont, est-ce qu'ils sont transparents ou non, le besoin de transparence et la façon dont l'organisation dans ces entreprises sont faites. On a listé toute une série du coup de pratiques avec des définitions, des questions et des ressources qui peuvent aider à comprendre un peu comment les industriels fonctionnent. Et là, juste quelques illustrations. Donc, par exemple, la Chiquita, c'est un des plus gros producteurs de bananes au monde. Donc la banane, c'est pas un produit ultra transformé, c'est ça aussi la différence avec l'approche par les déterminants commerciaux, c'est qu'on ne prend pas en compte que le produit, on prend en compte toutes les pratiques de l'industriel. Donc Chiquita, en fait, a des pratiques de marketing assez agressives, avec notamment cette idée qu'on doit consommer de la banane partout dans le monde via de la publicité par les mignons, par exemple. En même temps, cet industriel, donc il y a une image assez positive qui relaie une image positive de la banane, etc. Ont juste été, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou au mois de juin, ont été impliqués dans des affaires de paramilitaires, paramilitarisme en Colombie. Ça faisait longtemps, ça faisait une quinzaine d'années qu'ils avaient été mis devant les tribunaux par des familles
de personnes qui travaillaient pour cette entreprise et qui se sont plaints des conditions de travail, enfin voilà, du droit humain, etc. Et il a été jugé que Chiquita est en effet responsable voilà, de la mort de plusieurs personnes en Colombie. Donc il y a des pratiques, en fait, quand on regarde les déterminants commerciaux pour une entreprise, on va regarder non pas seulement le produit, non pas seulement le marketing, mais toutes ces autres pratiques aussi. Là, c'est Nestlé qui était appelé le tueur de bébés dans les années 70-80 parce qu'il y avait des pratiques de marketing très agressives à nouveau. L'industriel, avec ses laits infantiles, allait dans les hôpitaux en Asie, en Afrique, présenter le lait infantile comme une solution médicale. Donc, c'était présenté par des infirmières qui travaillaient pour Nestlé. Les mamans à la maternité, du coup, adoptaient le lait infantile, sauf qu'en fait, elles le diluaient dans trop d'eau en sortant de l'hôpital parce que ça coûtait cher, ou elles le diluaient dans une eau qui n'était pas propre à la consommation. Ça a conduit à la mort de dizaines de milliers de bébés. Et il y a eu, suite à ça, un boycott de la marque et d'autres marques. Il y a eu aussi une réponse de l'Organisation mondiale de la santé avec un code de bonnes pratiques par rapport au marketing des laits infantiles et des autres substituts de lait maternel. Sauf qu'en fait, on sait qu'à l'heure actuelle, ces industriels, les mêmes industriels, continuent à avoir des pratiques qui exploitent les citoyens, notamment via les plateformes digitales. Là, c'était des illustrations de mes travaux. Donc, par exemple, aux îles Fidji, en haut à droite, il y a une course à des Jeux olympiques pour les étudiants au collège, au lycée, sponsorisé. Alors, c'était sponsorisé par l'industrie du tabac et les pouvoirs publics. Donc, c'est organisé par le ministère d'Éducation. Se sont rendus compte que c'était peut-être pas une bonne idée d'être en partenariat avec l'industrie du tabac. Du coup, maintenant, le partenariat est avec Coca-Cola. Sauf que le message n'est pas forcément mieux à la santé. Vraiment, le nerf de la guerre pour Coca-Cola dans la plupart des pays, c'est de dire que l'activité physique est un problème par rapport à l'obésité et de rester totalement silencieux sur le rôle de Coca-Cola. On l'a vu avec les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est vraiment de normaliser la présence de Coca-Cola. Et pourtant, les sodas, on sait, là, il n'y a pas vraiment de doute sur le lien entre la consommation de soda et la mauvaise santé. Pourtant, Coca-Cola reste présent sur tous ces événements d'activité physique. Kinder a aussi une approche, donc Kinder qui appartient à l'entreprise Ferrero italienne, a aussi une approche similaire. Il finance notamment des colonies de vacances, par exemple du Secours populaire en France, en appuyant sur l'idée qu'il faut faire du sport, il faut bouger. Donc les enfants ont du matériel sponsorisé, casquettes, t-shirts, etc., ce qui leur permet ensuite de retourner dans la communauté. Pour l'industriel, c'est de la publicité portée par les enfants. On leur sert même ce produit au goûter dans la colonie. Donc là, voilà, c'est vraiment des pratiques de marketing et d'influence aussi qu'on appelle politique, qui, là, pour l'entreprise, sont présentées comme du social, alors qu'en fait, voilà, ce n'est pas le but de l'entreprise. Il y a également l'influence scientifique des industriels. Donc là, juste quelques illustrations à nouveau. On avait regardé en Amérique du Sud toutes les conférences juste avant la Covid dans le domaine de la nutrition et on avait trouvé que 92 acteurs au total de l'industrie agroalimentaire finançaient 88% de ces événements. Donc là, on parle carrément d'une capture, c'est-à-dire que l'industrie est présente sur quasiment tous les congrès en nutrition et alimentation. Il y avait même un congrès qui était complètement organisé par Nestlé, où évidemment la question de l'ultra-transformation des produits industriels n'est pas abordée par les industriels. Un autre exemple bon là c'est le lobbying, une pratique qui est assez connue des industriels. Là, c'était McDonald's l'année dernière qui a fait un lobbying très important contre l'introduction de lois par rapport aux déchets générés par l'industrie agroalimentaire et d'autres. Donc voilà, McDonald's, alors la publicité, le message, c'est qu'on est en train de changer, qu'on change nos emballages, qu'on est plus vert, etc. Mais derrière les coulisses, il y a quand même ces offensives de lobbying pour contrer toute vraie politique publique qui voudrait limiter la pollution plastique.
Et donc, j'ai mentionné quelques exemples de l'industrie agroalimentaire, mais il était important aussi de montrer que c'est pas que l'industrie agroalimentaire. Évidemment, dans cette série du Lancet, on a parlé d'autres industriels et la littérature est très riche sur d'autres exemples. Là, c'était ExxonMobil, qui est une entreprise d'énergie fossile, qui avait fait des projections dans les années 70 sur le réchauffement climatique. Dès qu'ils ont su que leurs produits, ce qu'ils vendent, aurait un impact sur la santé planétaire, sur la santé, ils ont détruit l'information, essayé en tout cas d'influencer ce que les médias et le public savaient. Sauf que malheureusement, leurs projections qui ont été faites, elles sont justes jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on l'avait su à l'époque, on aurait pu se prémunir évidemment de ce qui arrive aujourd'hui. Mais les industriels, ce n'est évidemment pas leur intérêt, euh, voilà, qu'on arrête d'utiliser leurs produits. Il y a des analyses aussi qui portent sur l'industrie de l'alcool, par exemple. Là, dans les programmes d'éducation au Royaume-Uni et ailleurs, ça a été fait par des collègues. La crise des opiacés aux États-Unis, où pareil, l'industrie pharmaceutique savait que ces produits poseraient problème et a quand même continué à pousser ses vendeurs pour faire de la publicité pour les opiacés auprès des médecins, ce qui a conduit à une crise, notamment aux États-Unis. Quels sont les risques par rapport à toutes ces pratiques? Et j'ai juste voilà, donné quelques exemples. C'est qu'il y a une information qui est biaisée. Donc ça, c'est aussi, il y a toute une série de publications scientifiques qui le montrent. On a des solutions de marché. Donc par exemple, dans le cas de l'industrie agroalimentaire, on a des produits qui sont reformulés, mais c'est des solutions qu'on sait non efficaces. Ces produits reformulés sont tout aussi malsains à la santé parce qu'ils restent ultra transformés. Donc, on continue à avoir des additifs, on continue à avoir une matrice alimentaire qui n'a rien à voir avec un produit brut ou quelque chose que vous cuisinerez dans votre cuisine. Le secteur public aussi se désengage. Donc, s'il y a de l'argent du secteur privé, par exemple, pour la recherche, les collègues, ça a été montré aussi, ne vont pas se tourner, ne vont pas demander, ne vont pas aller plaider pour plus de financement public, puisque l'argent est ailleurs. La crédibilité par association aussi, pour l'industrie, c'est hyper important de se montrer aux côtés l'industrie aux côtés, soit des pouvoirs publics, soit des chercheurs, etc. C'est ça qui est recherché aussi. Au-delà, par exemple, d'une publication scientifique qui serait financée, on cherche aussi la crédibilité de la personne qui fait la recherche pour y associer le nom de l'industrie. Au niveau intrapersonnel, donc je travaille sur les questions de conflit d'intérêts, d'éthique, etc. On sait que cette influence des industriels mène à du biais, à un manque d'indépendance, à un manque d'impartialité également, et on est évidemment moins enclin à critiquer les industriels et les pratiques que j'ai présentées ici. Alors rapidement, dans la troisième publication, on expliquait un peu quelle direction nous voulions et nous souhaitions pour le futur, basée encore une fois sur les recherches scientifiques qui existent aujourd'hui. Alors, des États et des organisations internationales qui changent les politiques et qui aussi favorisent des modèles industriels qui sont plus favorables à la santé et à l'environnement. Donc, plus de pouvoir aussi pour ces États et pour la société civile. Une société civile, donc des citoyens, qui collectivement, en fait, quand même, peuvent articuler une vision alternative de société et demander aussi à nos gouvernements et aux acteurs industriels d'agir différemment. Ça, on sait que c'est des facteurs, voilà, vraiment une société civile forte, c'est des facteurs qui aident à influencer. Les acteurs commerciaux devraient déjà tout simplement arrêter de faire face à la régulation qu'on propose. Et aussi changer de pratique. Au niveau académique, c'est important de continuer à faire des recherches, à changer de paradigme aussi, de voir les déterminants commerciaux plutôt que seulement le produit ou le marketing ou un nombre de pratiques assez limité des industriels. Et il est important aussi pour le secteur de la santé d'un peu contester, pas de contester, mais d'aller au-delà du système du modèle biomédical de la santé. De comprendre qu'il y a un aspect politique et social, évidemment, dans toute recherche qu'on fait. Euh, Vers d'autres solutions, donc par exemple à l'INSERM, mais il y a dans plein d'autres institutions, il y a des recherches sur l'alimentation ultra transformée avec de la vulgarisation au public pour comprendre ces aliments et également les pratiques des industriels. Une autre façon de voir les choses aussi, ça c'est les recommandations nutritionnelles au Brésil, c'est comme ça qu'elles sont présentées, avec des aliments que les gens mangent tous les jours.
Donc, ne pas compliquer l'alimentation avec des discussions sur les nutriments, par exemple, des choses que les gens ne comprennent pas. Donc, vraiment redonner sens à notre alimentation pour que les personnes puissent se l'approprier, ce qui aide aussi à, voilà, à changer cette approche par les déterminants commerciaux. Nous avons aussi fait des recherches en particulier, donc là j'avais dit c'est vraiment le cœur de mes recherches, l'influence politique, l'influence scientifique et la gestion de la réputation. Donc en fait on sait qu'il y a des mécanismes aussi qui existent pour protéger la santé publique de ces pratiques politiques, de ces pratiques scientifiques. Donc plus de transparence par exemple, des déclarations de conflits d'intérêts quand vous faites une publication, les déclarations des dons qui ont été faits aux hommes politiques. L'identification, la surveillance et l'éducation. Donc, par exemple, dans le cadre de l'industrie du tabac, il y a une éducation faite systématiquement dans certains pays aux décideurs politiques sur toutes ces pratiques industrielles de l'industrie du tabac, pour que les décideurs soient au courant de certains messages, par exemple, qui vont être passés par les industriels pour contrer les politiques publiques. La gestion aussi de ces pratiques, donc des limites. Par exemple, on a des limites sur les dons aux partis politiques en France. Il y a des limites concernant le conflit d'intérêts. Voilà, des fois, il faut se retirer de certaines réunions quand on a un conflit d'intérêts. Et enfin, l'interdiction dans certains cas. Donc, il y a par exemple certaines revues scientifiques qui refusent de publier des publications où les auteurs font partie de l'industrie du tabac. Il y a des publications scientifiques où il n'y a pas de publicité, par exemple, de l'industrie des laits infantiles. Enfin, voilà, il y a toute une série de mesures, notamment pour l'industrie du tabac. Et on n'est pas encore à ces mesures-là pour l'industrie agroalimentaire, malgré le fait qu'on ait toutes les preuves de la nocivité de nombreuses pratiques et nombreux produits. Et évidemment, ça c'est la couverture du Lancet quand on avait sorti notre publication sur nos publications sur les déterminants commerciaux l'an dernier. Alors le market fundamentalisme, le fondamentalisme de marché, pardon, ou néolibéralisme, capitalisme, et le pouvoir des entreprises transnationales, ça a créé un système pathologique dans lequel les acteurs commerciaux peuvent continuer à abîmer notre santé et à externaliser ces coûts-là. Donc en fait, vraiment pointer du doigt sur le système politique et économique que nous avons actuellement, qui n'est pas compatible, on l'a documenté, ce n'est pas compatible avec notre santé, ce n'est pas compatible avec la santé planétaire. Et c'est des choix voilà, qui ont été faits au cours des 100 dernières années, mais il y avait d'autres systèmes économiques qui existaient avant ça, d'autres systèmes économiques qui sont discutés, par exemple l'économie du bien-être, le well-being economy, qui est notamment par exemple en Écosse, en Nouvelle-Zélande et dans les pays nordiques. Donc il y a d'autres façons de faire aussi qui peuvent être bénéfiques à la santé. Là, c'est voilà, c'est au-delà de mon expertise et vraiment c'est un appel aux économistes et à d'autres à s'emparer de ces sujets-là. Je vais laisser du coup Hernando continuer. Merci. Merci Mélissa. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer d'illustrer avec un exemple concret l'usage de cette catégorie émergente des déterminants commerciaux de la santé, qui est une catégorie récente en fait, mais qui nous permet de comprendre certaines dynamiques en santé publique qui, malgré le fait qu'elles étaient déjà là, elles n'étaient pas clairement expliquées à partir des fondements que nous permet d'utiliser cette catégorie. La suivante. Alors, je vais parler, tu peux les, voilà. Je vais parler du cas colombien qui nous permet de voir très bien un très bon exemple. Et donc, c'est un cas sur lequel j'ai travaillé en tant que chercheur et j'expliquerai peu à peu les sources des données. Et donc, c'est surtout ce problème de la transition d'un profil nutritionnel de toute la population, mais en particulier de la population infantile, d'un profil de dénutrition vers un profil de malnutrition. Et pour démythifier aussi un peu le fait que dans le modèle du développement, il y a des pays qui ne sont pas assez développés où
la dénutrition continue à être un problème. Et en fait, la malnutrition serait plutôt la caractéristique des pays plus développés. En fait, on voit peu à peu que c'est pas le cas. Et donc, on va faire un parcours très rapide, en 2 minutes, de certains concepts à partir de données. Et j'expliquerai un peu ce problème des sources aussi. La suivante. Alors, ça, c'est pour vous situer. Donc, la Colombie, c'est le pays le plus au nord de l'Amérique du Sud, nord-ouest, à côté du Venezuela. Au sud, il y a l'Équateur et le Brésil et traversé par la cordillère des Andes, ce qui fait que c'est un pays qui a pratiquement tous les étages thermiques dans la zone tropicale qui permettent d'avoir toute l'année des cultures avec une production alimentaire absolument diversifiée qui permettrait euh, parfaitement de nourrir une population dans une surface qui est le double de la France et avec une population qui est à peu près de 50 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, c'est important de voir ça. Merci. Le problème des données, donc, c'est le reflet, si nous sommes dans une analyse concrète d'une situation postcoloniale, c'est-à-dire que les enquêtes nutritionnelles que produit l'État ne contiennent pas les données qui seraient nécessaires à l'analyse. Alors, ces enquêtes nutritionnelles nationales qui s'appellent NCIN doivent être produire tous les 5 ans. En 2005 et en 2006, on a eu les résultats des enquêtes et en 2015, il y a une erreur de frappe là, les résultats ont été publiés que en 2019, c'est-à-dire avec un retard de 4 ans, et c'est les dernières données qu'on aurait en main face à ce qui seraient les données produites par l'État sur la situation nutritionnelle de la population. Alors ça montre bien que il faut faire appel aux universités, aux groupes de recherche, mais aussi à la société civile. Et c'est ce que je vais essayer de montrer, comment ça a marché, cette alliance pour produire des données et les comparer avec les données de la FAO, de la Banque mondiale et d'autres entités internationales. Suivante. Alors, d'après les rapports de sécurité alimentaire produits par la FAO, la faim est une réalité dans les termes de ce qu'ils appellent, et ce qu'on appelle en épidémiologie, la prévalence sous-alimentaire, c'est-à-dire l'incapacité à long terme ou de façon persistante de satisfaire les besoins minimaux de l'énergie alimentaire. Alors ça, c'est très intéressant parce que si cette prévalence sous-alimentaire actuelle en Colombie est critique, elle s'exprime aussi avec un haut niveau d'obésité infantile. C'est-à-dire que on ne serait pas dans le modèle d'une dénutrition avec de bas taux de poids et de croissance des enfants, mais avec un haut niveau d'obésité, un problème de croissance, mais en même temps une prévalence alimentaire importante. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans le cas colombien, nous arrivons à des chiffres paradoxaux qui sont à peu près semblables à ceux qu'il y avait au début du XXe siècle, mais à cette époque-là sans obésité, c'est-à-dire avec des chiffres de bas poids à la naissance et de problèmes de rattrapage de poids au cours de la croissance des enfants. Et donc, on serait dans cette transition du profil de la dénutrition vers la malnutrition. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'expliquer ça. Et c'est ce qu'on a fait donc avec le traitement des rapports du FIDA, de la FAO, de l'Organisation mondiale de la santé en 2023, en association avec les universités, dans les groupes de recherche où on était, desquels on participait, avec FIAN Colombie, qui est une organisation de la société civile. Et donc, ça, c'est l'explication de pourquoi il a fallu une alliance en absence des données de l'État pour produire des données qui en fait n'existaient pas. Suivante, s'il te plaît, Mélissa. Le Hunger Hotspots 2022 de la FAO et du World Food Programme ont dit que, et ont publié avec les chiffres à l'appui que la Colombie, Haïti et Honduras étaient les pays avec le niveau le plus critique de situation de sécurité alimentaire, avec
un territoire qui est capable de produire des aliments toute l'année, comme je l'ai montré au début et je l'ai dit avec la carte, dans une zone privilégiée et avec des surfaces de culture très importantes. Très importantes. Ce qu'on a vu avec, par cette alliance de recherche et donc en action de terrain avec la société civile, c'est qu'au cours des 30 dernières années, la consommation de produits ultra transformés était devenue la base du régime alimentaire colombien. C'est-à-dire que dans un pays où la capacité alimentaire existe à un très haut niveau, la consommation de ce qu'on appelle de façon critique dans cette alliance des comestibles, c'est pas des aliments, c'est des produits ultra transformés, ce sont la majorité de sources, c'est la source majoritaire de ce que les gens mangent en Colombie actuellement. Alors, cette alliance a permis de produire un rapport en 2024 qui vient de paraître et qui pourrait être disponible pour les gens intéressés. Malheureusement, il est en espagnol, mais c'est quand même un rapport qui est très complet avec des chiffres en détail que je ne peux pas désagréger maintenant. Suivante. Alors, cette stratégie d'alliance recherche société civile avec les universités euh, est, est partie du besoin de faire une recherche et de partir dans le terrain des connaissances locales et des connaissances des acteurs sociaux dans les régions pour produire des données qui vraiment parlent de ce que l'État n'a pas été capable de faire. Alors, c'est 10 minutes déjà. Grâce à ces données produites par cette alliance, les triomphes parlementaires qu'on a eus, c'est que ces données ont alimenté l'argumentaire pour obtenir une loi d'étiquetage il y a déjà 2 ans sur les principaux produits ultra transformés et qui est basée sur l'alerte des nutriments, des niveaux de nutriments critiques, les additions d'édulcorants et une loi tributaire unique au monde pour tous les produits ultra transformés. Les triomphes régionaux ont à voir avec la protection des écoles, les programmes d'alimentation scolaire, la publicité régulée autour de l'école et autour des espaces publics proches. Et un exemple très intéressant, c'est ce qui s'est passé à Carthagène des Indies. Suivante. Voilà, donc j'ai essayé de montrer très vite que si on part de cette catégorie des déterminants commerciaux de la santé, ben, on n'a pas à chercher dans des détails, mais dans la structure, que ces déterminants de la production industrielle de comestibles est à la base d'un profil épidémiologique de maladies chroniques et d'un problème de malnutrition même dans des pays qui ont été étiquetés comme sous-développés. Merci Hernando, pour je avoir suis des désolée, questions. il manquait, il y avait je pense qu'il y avait une Oui, slide qui n'a pas été présentée où tu disais qu'il y avait une augmentation de l'obésité dans toutes les classes d'âge, oui, accaparement des terres aussi par les entreprises, etc., de ce que vous ça aviez vu dans le rapport. c'est très important parce que l'accaparement de terre, alors comme l'a montré Mélissa auparavant avec Coca-Cola, vient de voir une nouvelle aujourd'hui comme quoi l'Agence de la gestion de l'eau a autorisé une concession d'usage d'eau dans les régions rurales proches de Bogota à Coca-Cola, ce qui est absolument inadmissible avec une population qui est avec un rationnement d'eau depuis pratiquement un an. Et donc, ce problème de l'accaparement, de la frontière agricole qui détruit la forêt et augmente l'espace, pas pour cultiver exactement des aliments. Alors, tout ça, c'est des facteurs structurels qui ont à voir avec les actions des corporations dans ces territoires. Merci, Mélissa. Merci à Je vous m'arrête deux. là pour être respectueux avec le temps et bon, surtout, on pourra répondre aux questions en essayant d'illustrer. Merci à vous deux. Oui, vous avez tenu le temps. Je vous en remercie. C'était très clair. Moi, j'ai un certain nombre de questions. J'en ai déjà vu une dans l'espace partagé, au moins une, concernant le rôle. Si vous pouviez être un peu plus, enfin, je ne sais pas, revenir sur le point, pouvez-vous préciser les rôles respectifs des universités et de la société civile dans votre recherche? Voilà. Et Euh, après, il n'y a que des compliments. ok, merci. Et puis, je rassure ceux qui n'ont
qui ont raté la première partie, on enregistre et ça sera sur notre chaîne YouTube, ben, enfin d'ici quelques semaines, mais en tout cas, c'est pas perdu, hein, notre webinaire peut être revu. Donc voilà, d'abord cette question et puis après j'en ai quelques autres. Enfin, sauf si on a d'autres Merci. qui arrivent. Merci Sylvie, puis à chaque fois je laisserai compléter Hernando Oui, oui. sur ce que je vais raconter. Au niveau de l'université, alors c'est très hétérogène. Donc à la fois il y a tout un monde universitaire qui est en fait très pro-industrie, et puis on a un peu aussi des obligations quand on fait des demandes de financement, par exemple pour la recherche, parfois de s'allier avec le monde industriel. Donc c'est très compliqué, mais il y a aussi tout un pan de la recherche, notamment en santé publique, où je l'ai mentionné, en sociologie, en sciences politiques, etc., où on s'attelle à montrer les dommages qui sont faits par ces industriels. Donc voilà, il n'y a pas forcément un clivage parce on est quand même assez minoritaire à faire des recherches, on va dire, un peu critiques sur les industriels. Mais cette recherche, voilà, augmente bon, est publiée maintenant dans des séries comme le Lancet par l'OMS, etc. Au niveau de la société civile, alors il y a, enfin voilà, j'ai essayé vraiment de le mentionner au début, pas que les professionnels de santé, mais il y a beaucoup d'associations, évidemment, qui se sont attelées à protéger les populations de tout ce lobby, de tous ces effets néfastes des industriels, bien avant que le milieu académique s'y attelle récemment. Donc, alors nous, ce qu'on documente aussi, ce qui est documenté dans la littérature, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques du coup de cette société civile parce qu'ils ont peu de moyens, donc il y a beaucoup d'intimidation. Et nous-mêmes, chercheurs ou d'autres, on reçoit des intimidations qu'on documente et qu'on analyse. Donc la société civile, c'est vraiment un élément majeur qui fait très peur aux industriels aussi, notamment maintenant avec les réseaux sociaux, parce que c'est un contre-pouvoir. Organisé à toute cette influence et aux déterminants commerciaux. Alors là, par contre, la société civile aussi peut être capturée par les industriels. On a aussi plein d'exemples d'associations, etc., où les industriels soit ont créé de toutes parts des associations voilà, qui seraient pas forcément critiques, voire le contraire, face à ces pratiques, et ou alors financent voilà, avec beaucoup d'argent des associations, mais également les sociétés savantes en médecine, etc. Alors Et pour vous alors, dire, en tout cas avec une de mes questions. Ah, pardon Hernando. non, je Allez. peux répondre parce que je pense que la question a Oui. aussi à voir avec ce que j'ai présenté, c'est-à-dire que dans une situation comme celle de la Colombie, où l'État n'est pas capable de produire les données qu'il faut pour répondre à la situation, c'est les universités qui se sont organisées avec une alliance autour de la société civile pour pouvoir construire un terrain qui était participatif. Il n'y avait aucune possibilité de le faire autrement que produire localement et par des acteurs régionaux et en alliance avec la société civile ces données et tout le travail de terrain. Ça ne veut pas dire donc qu'il y avait une instrumentalisation des acteurs sociaux, mais une coopération et que eux aussi, ils faisaient partie vraiment de la recherche. Et c'est dans ce sens que c'est une perspective non coloniale et puis surtout décoloniale dans le sens épistémologique, c'est-à-dire que les connaissances des cultivateurs, des peuples autochtones ont été là, présentes au moment de la production de l'analyse de données. Il y a, ce que je vais dire très vite, une chose par rapport à ce que Melissa a dit, des phénomènes comme celui de SUN, Scale Up Nutrition, qui est une organisation internationale de la société civile, qui en fait est un bras de l'industrie organisée pour simuler les mêmes actions de la société civile et qui produit d'autres données, mais absolument pas dans le même sens. Donc on voit là comment l'intérêt des populations s'est intégré à la possibilité d'action des universités et ça a donné donc la possibilité de produire ces données. Alors, il y a aussi un appel à collaboration. Alors, vous pouvez le voir dans l'espace questions-réponses. Comme c'est un appel un peu individuel, je vous laisserai peut-être vous mettre en relation avec la personne, en sachant que, alors là, c'est aussi pour tout le monde, hein. Nos deux chercheurs sont évidemment voilà, ils ont un email et ils sont à l'EHESP, donc je pense que vous pouvez très clairement les contacter si vous voulez ensuite, voilà, parce que pour une question de mémoire, ça va pas être dans le webinaire qu'on va résoudre ce questionnement.
Donc, c'est quand même pour rassurer les personnes qui voudraient discuter avec vous. Moi, j'avais deux petites questions. Alors, des questions qui sont relatives aussi à mon champ de recherche, qui est quand même sur les questions d'écologie et d'environnement. Vous avez jamais lancé le terme, enfin lancé ou évoqué le terme qui pourtant, un certain nombre de fois, je me suis dit, c'est un peu comme tout à l'heure la société civile, ils sont manquants et en même temps, ou peut-être même vous, vous faites partie de cette catégorie, il y a ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Est-ce que vous avez aussi croisé justement pour la mise sur agenda de ces questionnements sur notamment l'étiquetage, sur le fait qu'on a bien observé que voilà, il y a des, on va dire des manœuvres politiques ou des réseaux d'influence qui sont voilà, qui sont clairement identifiés. Il y a aussi un certain nombre de réseaux, voire d'ONG ou de lanceurs d'alerte. En fait, ça contribue à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous en avez observé sur les questionnements qui sont les vôtres? Ça fait écho aussi à l'actualité. Aujourd'hui, il y a une lanceuse d'alerte qui a, je dirais, réussi son combat contre Sanofi au sujet de la dépakine, qui a été reconnue comme voilà, ayant eu un effet néfaste sur la santé enfin, sur sa propre santé et celle de ses enfants. Est-ce qu'il y a déjà ce type de mobilisation, c'est-à-dire soit de lanceurs d'alerte, soit d'ONG pour mettre sur l'agenda que voilà, il y a un certain, pour dire clairement ce que un certain José Bové parlait de la malbouffe il y a quelques années, soit aussi sur l'agenda et finissent devant les tribunaux. Est-ce que vous avez observé ce genre de phénomène? Alors, pour ma part, comme c'est une approche par la recherche, du coup, pour protéger mes sources, etc., enfin, je peux pas parler de lanceurs d'alerte pour les personnes, en tout cas, que j'interroge. Non, Souvent, mais ce sont pas de des nommer. figures publiques quand Voilà. même. Voilà, c'est Voilà, pas nommer, des figures publiques comme des hommes politiques. Enfin, voilà, c'est plutôt des gens qui sont très mobilisés. Lanceurs d'alerte, il y en a, mais c'est assez ponctuel, en fait, comparé à, enfin, il existe quand même une masse de personnes au niveau voilà, des pouvoirs publics, au niveau du milieu associatif, même dans la recherche. Et pour avoir fait vraiment de la recherche dans le Pacifique, en Amérique latine, en Europe, sur tous les continents, il y a quand même, c'est pas toujours en coalition, mais des gens qui en effet voient de l'intérieur ce qui se passe, m'en parlent dans le cadre des recherches, ou, enfin voilà. Après, le problème, c'est qu'on reçoit aussi beaucoup d'intimidation. Un des buts de l'industrie pour faire face à ça, c'est de nous isoler. Donc quand on se lance à une activité de lanceur d'alerte, enfin voilà, quand on se met face à ça, il y a quand même un grand risque de représailles et les industriels le savent bien. Donc ça reste, voilà, ça reste malheureusement encore limité. Après tous ces travaux qu'on fait, les travaux, enfin voilà, ce que partagent ces décideurs politiques, ça a quand même, il y a quand même une grande mobilisation, notamment en Amérique du Sud, et je pense que c'est pour ça que c'était vraiment très très bien d'avoir Hernando. Au Chili, il y a eu de grandes avancées, Mexique de grandes avancées, Brésil où j'ai habité aussi, vraiment vraiment de grandes avancées en matière de santé publique. Donc à la fois face à ce système industriel, les alimentations industrielles et les pratiques industrielles, mais aussi pour plus de protection des peuples autochtones, pour plus de protection des populations de couleur, des femmes, des enfants, etc. Donc c'est vraiment voilà, remettre un peu de pouvoir là où en fait on a des systèmes alimentaires qui existent déjà, comme il l'a dit Hernando, il y a déjà des possibilités, il y a déjà des régimes alimentaires à protéger. Mais voilà, c'est peut-être moins via les lanceurs d'alerte que ça passe, en tout cas pour le côté agroalimentaire. Après, ici en Bretagne, il y a eu des lanceurs d'alerte. Il y a une journaliste notamment sur le cas des algues vertes, etc. Donc on en a, mais ça reste assez ponctuel et limité face quand même aux coalitions qui existent par ailleurs. Et un dernier petit point aussi, alors j'ai beaucoup aimé toute votre dimension sur effectivement le poids enfin le poids de la responsabilité qui est très clairement pèse sur les individus. C'est aussi des points qui ont été observés sur les questions d'environnement et d'écologie et même sur la responsabilité environnementale en matière de réchauffement climatique, où on fait peser beaucoup sur les pratiques individuelles. Ouais. C'était juste, voilà, c'est parce que voilà, ça fait écho à mes travaux aussi, tous les travaux de Jean-Baptiste Combi qui sont assez éclairants là-dessus et qui vont dans le même sens que le vôtre. C'est-à-dire qu'il y a aussi en ce moment dans le champ de l'écologie et de l'environnement
des grosses réflexions aussi sur ces idées-là. C'est-à-dire que voilà, les individus sont très souvent, et on pense que effectivement, hein, l'idée de la responsabilité de l'individu est importante et que responsabiliser les individus, ça peut être important, mais qu'ils sont souvent dans des espaces, comme vous l'avez dit et mentionné en introduction, qui sont contraints, et donc c'est un peu difficile Ouais, pour eux de leur renvoyer à la seule responsabilité individuelle. Et ça, ce absolument, sont ouais. des travaux, enfin vos travaux s'inscrivent très clairement dans ces dynamiques que moi j'observe aussi dans le mouvement écologiste, enfin, Mm, mm. l'analyse que Absolument, ouais. Non, non, j'ai. juste, enfin, pour dire deux mots là-dessus, en fait, les personnes qui sont capables de changement, par exemple au niveau alimentaire, donc de consommer du bio, du moins transformé, qui sont capables, voilà, de faire des changements, sont souvent les personnes qui malheureusement ne sont pas les plus impactées par les problèmes de santé. En fait, voilà, le bébé, la femme qui travaille et qui a peu de temps pour cuisiner ou voilà, ou choisir, enfin lire toute une liste d'ingrédients, aller regarder une application, etc. C'est ces gens-là en fait qu'on voudrait viser via des politiques publiques pour les protéger, en fait, parce que c'est voilà. On ne peut pas demander à ces personnes-là ou à des personnes en situation de handicap, de détresse mentale, etc., de faire des choix voilà, qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Donc vraiment, les déterminants commerciaux, c'est vraiment très, très important avec cette approche-là de s'éloigner de cette dimension individuelle, de cette dimension autour des comportements, parce que souvent les comportements, dans les situations les plus précaires et les personnes les plus touchées par ces problèmes-là de santé, c'est voilà, c'est pas de l'ordre individuel. Alors, il y a une question de. Il y en a plein. Il y a aussi des questions. Bah, vous pouvez aussi en prendre, comment dire, connaissance, mais notamment celle de Julissa. Ce qui est pire pour la sécurité alimentaire. Alors, je pense que c'est le paradoxe. Le manque d'aliments naturels ou la grande offre d'aliments ultra transformés. Existe-t-il, c'est surtout ça la question, existe-t-il des exemples de bonne gouvernance alimentaire? Alors, vous avez 2 minutes. Bah, je vais peut-être laisser Hernando parler parce que l'Amérique du Sud, je pense que c'est un excellent cas par rapport à ça. Et Julie, ça, et je connais, et du Mexique, donc elle sait aussi, mais si tu veux commenter, Hernando. Je vais essayer de commenter en moins de 2 minutes. Mais alors, Un sacré oui, gageur. non, c'est très important. C'est-à-dire que la conclusion du rapport FIAN 2024, c'est de dire il faut, comme au Brésil, faire des recommandations nutritionnelles basées sur des aliments réels. On ne va pas utiliser la catégorie naturelle, qui est une catégorie de marketing pour des stratégies de montrer que certaines choses sont plus naturelles que d'autres. C'est des aliments réels et que ces aliments soient produits dans les meilleures conditions possibles c'est le point central. Mais justement, les exemples de gouvernance, je pense, c'est ce qui s'est passé au Brésil, justement, par l'Institut de vigilance nutritionnelle qui a repris le drapeau et l'élan qu'il avait avant l'ancienne administration, l'antérieure administration présidentielle au Brésil, et au Mexique aussi, comme la campagne de Sin Maíz no hay país, et en Colombie, je voulais dire, c'est pas des lanceurs d'alerte, c'est des collectifs qui s'expriment sur des réseaux communicatifs propres, pas sur des réseaux sociaux habituels. Donc, il y a un phénomène de réponse et les gens ne sont pas sont des victimes, ne sont pas des acteurs qui manquent d'informations, etc., sont des victimes structurelles du problème. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. On a tenu parfaitement le temps, ce qui démontre qu'on est vraiment très, comment dire, nous-mêmes, on s'auto-limite. On va se retrouver le mardi 24 septembre sur un sujet bah, aussi important et peut-être lié à l'alimentation aussi, peut-être. L'hypertension artérielle chez les femmes, spécificité et défis majeurs. Et c'est Sébastien Rubin, qui est PUPH en néphrologie au CHU de Bordeaux, qui viendra faire la présentation. Je remercie tout le monde et évidemment surtout nos contributeurs pour voilà, cette belle entrée en matière pour l'année. Et je vous souhaite bah, d'abord une bonne semaine et puis au mardi 24 septembre. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, merci, au Bientôt, revoir. merci, au revoir.